Bonjour, je m'appelle Cecilia Poulain et bienvenue à cet épisode de Brave New Women. Partout dans le monde, il y a des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Ce podcast leur donne une plateforme et une voix. Il nous inspire tous à faire les choses qu'on a toujours voulu faire et il aide à changer l'image des femmes. Aujourd'hui, je suis absolument ravie de parler à Françoise Marre. Donc, Françoise travaille pour une organisation qui est localisée à Die, donc qui est dans le Diois, près de Valence. Et à 60 km. À 60 km de Valence. C'est entre Valence et le Vercors, si je me... Entre Valence et Gap. Et Gap, voilà. C'est juste au pied du Vercors. D'accord. Et donc, les Chouettes, c'est une organisation qui travaille pour les femmes victimes de violences. Donc, bienvenue, Françoise. Merci de m'accueillir. Juste pour qu'on se situe un peu dans ce sujet qui est tellement important. Quand on parle de femmes victimes de violences, on parle de quoi exactement? Quels sont les contours? Qu'est-ce qui est inclus? Qu'est-ce qui est exclu dans cette définition? Eh bien, toutes les sortes de violences sont incluses. On avait l'habitude, il y a quelques années, de parler de femmes battues. C'est un mot qu'on n'emploie plus, car parler de femmes battues, c'est comme si les violences qui sont psychologiques et ou verbales ne devaient pas être prises en compte. De la bouche même des femmes, ce sont souvent les plus terribles. Donc, quand on parle de violences faites aux femmes, on parle de violences faites aux femmes majeures à partir de 18 ans, puisque en dessous de 18 ans, on n'a pas de chiffres. On peut seulement interroger les femmes adultes sur les violences passées. Et on parle de toutes les sortes de violences. Verbales, psychologiques, économiques, sexuelles, physiques, administratives et cybernétiques, par le biais des réseaux sociaux. Wow. Donc c'est un continent, les violences. Ah oui. Et quand on a échangé la semaine dernière, tu m'as parlé des statistiques de combien de femmes sont victimes de violences. Et moi, j'étais abasourdie parce que ce que tu m'as dit. Eh bien, l'OMS, il y a quelques années, a chiffré dans le monde entier à 1 femme sur 3 celles qui ont subi au cours de leur vie des violences, généralement de leur partenaire intime. Et en Europe de l'Ouest, donc chez nous en France, c'est un peu moins, c'est 1 femme sur 4. Ce qui signifie que dans ton entourage, tu peux prendre toutes les femmes que tu as connues, que tu connais, et commencer à t'interroger. Est-ce qu'elle a subi des violences? Est-ce qu'elle m'en a parlé? Est-ce que peut-être j'aurais pu deviner? Et tu arriveras facilement, enfin, en tout cas, ça a été mon cas, à 1 femme sur 4. Donc, quand on parle de partenaire intime, on veut dire le conjoint, marié ou pas, le Pacs, le compagnon, quelle que soit la sexualité, hétéro ou homosexualité. Mais c'est aussi l'amant, le petit copain et l'ex. C'est très important, l'ex. Parce que l'ex, c'est souvent ça continue à être compliqué. Oui, les violences se poursuivent parfois et même assez souvent quand il y a des enfants, mais même en dehors des enfants, peuvent se poursuivre. Nous, en tout cas, dans notre association, les Chouettes, on a affaire surtout à des femmes victimes de violences post-conjugales. Comment est-ce que tu as commencé à travailler pour les femmes victimes de violences? J'ai été élue municipale dans l'Aveyron, à Saint-Afrique. J'étais la plus jeune, j'étais écologiste, estampillée, et donc des femmes sont venues vers moi, des habitantes. Et comme tout le monde, je pensais connaître des habitantes victimes de violences. Et moi, je pensais connaître, comme tout le monde, les violences. Et j'ai beaucoup appris avec elles. Les violences, je ne les voyais pas sur elles. Elles étaient handicapées, par exemple, à 80%, je voyais rien. Et donc, leurs besoins, je les ai découverts, et avec le maire, on a ouvert un logement d'urgence. Ça a été ma première approche. Et j'ai commencé à ouvrir les yeux sur les voisines et les femmes de mon entourage. Et à découvrir que, tiens, une telle qui disparaît pendant 3 semaines, tous les 2-3 mois, eh bien voilà, c'était pour cacher les bleus et les marques de coups.
ensuite, la vie a continué et dans la DIWA, on m'a proposé de travailler avec une gynécologue obstétricienne de Montpellier, la docteure Perrine Millet, qui en fin de carrière, vers la soixantaine approchant, a souhaité créer une formation universitaire pour les médecins généralistes, les sages-femmes et les gynécologues, ainsi que les kinésithérapeutes spécialisés en rééducation du périnée, pour prendre en charge de façon bienveillante ces violences. Comme elle n'était pas du sérail universitaire, elle avait vraiment besoin de quelqu'un et d'une coordinatrice. Ça a été moi pendant 2 ans et demi. Donc pendant 2 ans et demi, on a monté ce diplôme universitaire sur les facultés de médecine de Paris-Descartes et celle de Grenoble. Et c'est donc un diplôme en formation continue pour les soignants qui fait le plein chaque année. C'est seulement 50 personnes, mais c'est quand même 50 soignants qui, après avoir suivi cette formation, sont hyper motivés dans leur environnement de travail pour faciliter l'accueil, le dépistage, l'orientation, le suivi, le respect de ces femmes. Pour Et donc, c'est ajouter des violences du soin aux violences qu'elles ont déjà subies. Et donc, le diplôme, c'est un diplôme suite à donc une fois qu'ils sont aides-soignants, une fois qu'ils sont infirmières, c'est un diplôme après ou ça fait partie de leurs études? Alors, c'est pas pour les infirmières et c'est pas pour les aides-soignantes, c'est uniquement pour les médecins, quelle que soit leur spécialité, donc souvent les généralistes. C'est pour les médecins du corps, les médecins, les sages-femmes et les gynécologues obstétriciennes. Donc ensuite, oui, c'est une fois qu'ils sont déjà médecins ou gynéco, voilà, c'est de la formation continue. Ça veut dire que c'est une formation supplémentaire qu'ils font, soit tout de suite après leurs études, soit au cours de leur vie de travail. D'accord. Et donc, c'est 50 personnes par an qui suivent cette formation. Donc, si vous vous rendez sur le site unmaillonmanquant.org, eh bien, vous avez une carte de France et vous pouvez situer une partie de ces personnes diplômées, qui généralement sont des personnes vraiment ressources, parce que le diplôme, il brasse très large. Il convoque l'anthropologie, l'histoire, la sociologie, la psychologie, enfin toutes sortes de disciplines pour appréhender ces violences, pour en saisir l'immensité et pour aussi savoir qu'en faire, bien sûr. Donc on s'appuie sur des pratiques en Belgique ou ailleurs. Enfin, je dis on, mais il. J'ai suivi les cours sans être diplômée puisque je ne suis pas de formation soignante. Et donc, est-ce que tu pourrais juste en quelques mots nous dire quelles sont les origines de ces violences? Je sais que c'est extrêmement large comme question, mais... Bien sûr, je te dirais que c'est la domination des hommes sur les femmes. Je ne sais plus qui dit quand un homme laisse un œil au beurre noir à une femme, ce qu'il veut, c'est sa docilité. Il veut être craint, obéi, il veut être supérieur. Donc, le côté universel des violences tout autour du globe et dans le temps. Moi, je peux pas t'apporter de réponse claire, mais c'est lié à la domination des hommes sur les femmes qui s'exerce dans tous les milieux, dans tous les domaines de la vie, et qui s'appuie sur les institutions que représentent les églises quelles qu'elles soient, la science avait des lunettes, a encore des lunettes sexistes. Quand tu penses qu'il a fallu attendre des chercheurs femmes pour s'intéresser à l'homosexualité dans le monde animal, les hommes ne la voyaient pas. Il y a plein de choses. Le fait que l'entraide aussi, c'est une notion qui est apparue beaucoup plus clairement quand des femmes l'ont étudiée. Voilà, donc la domination de l'homme sur la femme, elle est partout. On a dit qu'on n'avait pas d'âme, nous les femmes. On nous a privés d'héritage. On nous a les maris avaient jusqu'à très peu on devait en France leur demander l'autorisation pour ouvrir un compte bancaire. L'autorité, c'était l'autorité du père, ça n'était l'autorité parentale que dans les années 80. Donc, enfin, voilà.
Donc c'est ça qui banalise les violences, c'est cet état de fait, ce paysage qui est accepté bon an mal an par les femmes comme par les hommes, dans lesquels on baigne dès la naissance, qui autorise les jeunes hommes, parce que les violences sont assez terribles chez les jeunes garçons, les jeunes adultes, les jeunes hommes et tous les hommes à exercer des violences sur leurs épouses, sur les prostituées, c'est très très fréquent. C'est une circonstance aggravante, mais c'est quasiment jamais poursuivi en justice. Au sein des familles, les violences intrafamiliales sont très nombreuses. Quand on parle du tabou de l'inceste, c'est faux. Le tabou, c'est de parler de l'inceste. Mais l'inceste, lui, dans la pratique, c'est pas du tout un tabou. C'est très répandu. Donc là, je parle bien des violences sur les mineurs. Donc, ta question, c'est difficile d'y répondre. Si je pourrais la tourner autrement, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces violences, même si on ne comprend pas très bien l'origine, s'atténuent? Eh bien, ça serait une éducation. Ça serait uniquement par l'éducation. En France, on a la chance d'avoir une loi qui prévoit des cours d'égalité filles-garçons qui se transforment ensuite en cours d'éducation sexuelle. De la première année de maternelle à la classe de terminale, 3 fois par an. C'est un très, très beau dispositif parce que c'est la répétition des messages qui permet de les ancrer et de modifier les représentations dont les enfants héritent par leur milieu familial. Malheureusement, ça n'est pas appliqué. L'outil est prévu, il n'est pas mis en œuvre. Et on sait pourquoi il n'est pas mis en œuvre? Il y a des fortes résistances. Dès qu'on parle de sexualité, égalité filles-garçons, c'est la force d'inertie de la société. Notre toute petite association a saisi une sénatrice à ce sujet, de la Drôme, Marie-Pierre Monnier, qui a obtenu une rallonge budgétaire au Sénat. Ça doit encore être discuté à l'Assemblée parlementaire, parce que c'est la navette, parce qu'il faut des sous pour ça. Si on veut, les instituteurs sont débordés, les institutrices aussi. Les premiers secours, le réchauffement climatique, l'éducation civique, voilà. C'est un petit peu une cerise sur le gâteau. On le fait quand on a le temps. Donc si eux-mêmes ne sont pas persuadés qu'ils ont des œillères quand ils considèrent les filles et les garçons, que ce n'est pas normal que les petits garçons jouent au foot au milieu de la cour d'école, en habituant dès le plus jeune âge les filles à rester au bord, préfigurant par cela l'espace public occupé par les hommes encore aujourd'hui, eh bien, les instituteurs et les institutrices devraient eux-mêmes être formés à ça. En tout cas, s'ils ne le sont pas, les mairies, dont dépendent les écoles primaires, les départements dont dépendent les collèges et les régions dont dépendent les lycées devraient avoir des sous pour faire intervenir des spécialistes formés. Nous, dans la Drôme, on n'en a pas. On a les bénévoles du planning familial à Valence, qui sont de loin, enfin pas du tout assez nombreux. Sinon, on doit s'adresser à Lyon. Et à Lyon, c'est une équipe de 4 personnes, je crois, pour tout Rhône-Alpes. Donc après, bien sûr, on peut faire intervenir des conseillères conjugales et familiales un peu formées, on peut bricoler. Mais ce qui se joue là, c'est énorme. C'est-à-dire désamorcer le sexisme entre filles et garçons. Apprendre aux petits garçons, aux petites filles que leur corps leur appartient. Que non, et puis tout ce qui s'ensuit, ça pourrait avoir des retombées, bien sûr, dans le cadre des relations amoureuses, les premières relations amoureuses, mais sur la santé des filles. Enfin, et puis surtout, ça sortirait les garçons de cette obligation à être parce que les garçons sont eux-mêmes mutilés par ce sexisme. Parle-moi un peu des chouettes et combien vous êtes, comment vous travaillez, qu'est-ce qui est une journée typique chez vous? Alors, les chouettes, on est 3, bientôt 4 accompagnantes. Tous bénévoles? Toutes bénévoles. On est une association de femmes. Hein. On vise l'égalité femmes-hommes et dans les faits, on intervient comme une ambulance après les dégâts. Alors que on voudrait aussi justement faire de la prévention. Donc une journée type, ça consiste à aller en rendez-vous, ce qui est impossible depuis le confinement, à aller rencontrer en rendez-vous une femme qui veut nous rencontrer.
pour une première rencontre très très particulière où on installe la confiance. Enfin, j'installe la confiance, mais les deux autres accompagnantes, c'est pareil. Installer la confiance, écouter sans poser de questions, croire tout ce que la femme nous dit, ne jamais le remettre en question, ne pas chercher à en savoir plus. Et juste, peut-être si je pose une question, c'est est-ce que vous avez peur avec lui? Et ça, pour moi, ça suffit. Si la femme a peur, voilà, j'ai pas besoin d'en savoir, j'ai pas besoin de connaître la nature des violences qu'elle a subies. Ensuite, la seconde question, c'est quel est votre objectif? Et là, mes questions, elles s'arrêtent là. L'objectif, il est en général assez précis, c'est aller porter plainte, ou est-ce que je dois envisager de déposer plainte, ou je m'en sors pas avec le juge aux affaires familiales, ou je suis perdue, je sais plus du tout quoi faire. C'est parfois écouter des propos qui se répètent en boucle, qui peuvent se répéter pendant des semaines, des mois. Donc on a tout un réseau vers qui orienter ces femmes qui peuvent être tout à fait upside down, tout à fait la tête à l'envers, parce que l'agresseur les a persuadées qu'elles étaient nulles, et donc à leur estime d'elles-mêmes est vraiment dans les chaussettes, et elles sont plus du tout capables de raisonner comme vous et moi. Oui. Voilà, donc les chouettes écoutent, une écoute la plus en se mettant de côté soi-même, parce que nous avons toutes travaillé notre propre rapport aux violences subies ou peut-être perpétuées nous-mêmes, et puis ensuite orienter et accompagner avec empathie. Ça veut dire qu'on n'est pas assistante sociale, on n'est pas tenu comme dans un conseil départemental, on n'est pas tenu à une neutralité. Donc la plupart de ces femmes, ça nous gêne pas du tout d'aller tutoyer, qu'elles viennent à la maison, mais pas au début. Et c'est si affinité. Et c'est la force de l'association. C'est qu'on veut garder notre liberté de parole, notre liberté, voilà, de dénonciation ou de critique de l'existant, et notre liberté d'avoir des liens, de vrais liens amicaux avec les femmes. Mmh. Donc on participe à énormément de réunions partenariales dans le Diois ou dans la Drôme pour conforter le parcours des femmes victimes de violences. On travaille avec l'Agence régionale de santé, on travaille avec des médecins, on travaille avec des gendarmes, avec le conseil, avec le CMS, conseil le médico-social là, du département. On travaille avec l'antenne de France Service qui accueille dans notre territoire de rural profond, qui accueille les permanences des services publics tels que la caisse primaire ou la caisse de retraite. Enfin, on travaille avec des kinés, avec l'hôpital de Valence, avec toutes sortes de personnes. On s'inscrit dans un réseau. Mmh. Et surtout, on garantit la confidentialité de tous nos échanges avec les femmes, aussi bien par Internet. On n'écrit jamais le nom des gens. C'est pour nous vraiment important, surtout ici où on est peu nombreux, 10 et 5500 habitants, 10 000 en bassin de vie. Donc voilà, la confidentialité, là par contre, on rejoint les professionnels. Et là, je suis très consciente de la confidentialité, mais quels sont les types d'histoires que vous entendez? Est-ce que vous êtes tu as dit tout à l'heure que vous êtes plutôt dans après le post-conjugal. Donc quels sont le type d'histoires que vous entendez? C'est généralement beaucoup de femmes qui ont eu la force de se séparer du conjoint violent. Donc, la séparation, c'est un moment dangereux pour les femmes. C'est là où la moitié des féminicides, ça a lieu au moment de la séparation, quand la femme a l'intention ou vient de se séparer ou est en train de se séparer. Donc nous, c'est des femmes souvent avec enfants qui parfois ont emménagé à 10 pour fuir le conjoint. Alors, le conjoint, parfois, vient s'installer ici. Donc, il y a des enfants en jeu et des enfants qui parfois sont instrumentalisés. Ça veut dire
que ce sont des batailles devant le juge aux affaires familiales pour la garde. Il faut savoir qu'en France, maintenant, il est établi, non pas dans les faits, mais dans la loi, qu'un conjoint violent ne peut pas être un bon père. Et ça vient heurter la doxa du monde social qui veut à tout prix préserver la place du père. Autrement, alors, la loi a évolué et la médiation est interdite maintenant quand le père a été violent. Et on comprend bien pourquoi. Si on organise une médiation, c'est-à-dire un tiers qui vient et puis qui aide le père et la mère à s'entendre sur les enfants, la femme qui a vécu des violences ne va rien dire, elle sera sous l'emprise. Et il y a eu bien des drames avec ça. Il y a eu bien des juges, il y a encore bien des jugements totalement dangereux pour le bien-être de la femme et de l'homme, de la femme et des enfants. Donc la loi là aussi n'est pas appliquée. Il y a encore beaucoup de juges, des juges aux affaires familiales et des juges pour enfants qui maintiennent la fiction. Alors que quelqu'un comme Karen Sadlier, psychologue qui a beaucoup fait avancer la cause des enfants dans les situations, configurations de séparation, elle explique que dorénavant, il faudrait maintenant, ce qu'il faut, c'est faire des parentalités parallèles. Parce que c'est à l'occasion de la rencontre des deux parents divorcés pour que les enfants transitent que les violences continuent de s'exercer. Oui. Voilà, donc nous, on a beaucoup de situations comme ça, des femmes qui sont épuisées par un harcèlement qui prend toutes les formes possibles, ne pas payer les traites de la maison qui avaient été achetées ensemble, ne pas prendre l'enfant le moment venu, ne rien faire à l'enfant, l'enfant reste seul ou l'enfant est confié aux grands-parents. Enfin, ça, c'est un grand classique, hein, les juges, ils le connaissent. Beaucoup de pères font rien avec leurs enfants quand ils sont séparés, enfin, les emmènent au foot sans savoir si ça intéresse le foot, si ça les intéresse. Donc, ces problématiques-là, on a des problématiques de femmes qui arrivent dans notre département vraiment en état de survie qui craignent pour leur vie. Donc là, il s'agit d'organiser le côté incognito de leur présence et puis de les faire avancer dans leurs soins médicaux parce que les violences détruisent la santé mentale et physique. Beaucoup de femmes ont une mauvaise santé passé 50 ans. Et c'est relié aux violences qu'elles ont pu subir. C'est même le principal facteur de l'état de santé des femmes passé 50 ans. Est-ce qu'elles ont subi ou non des violences? C'est pour ça que j'assiste tant, moi, sur l'hôpital. Et c'était aussi l'idée de la gynéco, c'est qu'une femme victime de violence, eh bien, elle doit être, elle a plus de chances d'avoir plein de problèmes de santé, de tout ordre. Et traiter ces symptômes, et traiter les symptômes sans aller chercher la cause, c'est enfermer la femme dans une répétition de problèmes. Une femme qui est, si une femme est dans une relation, j'imagine qu'au début tout se passe bien et qu'il y a un jour ça commence à se dégrader. C'est ça. Ça s'appelle la lune de miel, ouais. Ouais. Et après la lune de miel, donc disons si une femme il y a une violence qui arrive une fois. Est-ce que ça c'est symbole que en fait il faudrait partir? Moi, si j'avais des filles, mais je n'ai que des garçons, si j'avais des filles, je dirais une claque, c'est toi qui t'en vas. Une claque qui sera capable de recommencer. Mais pour beaucoup de femmes, ça commence souvent insidieusement. Une claque, un éclat de voix, parce qu'il y a des pires violences qui sont juste psychologiques, mais ça peut être juste une avalanche de reproches qui vient rompre le climat merveilleux de l'amour naissant ou de l'amour. Voilà. Et effectivement, c'est des signes à prendre très au sérieux. Mais généralement, c'est crescendo. Donc, les violences, elles forment ce qu'on peut appeler traditionnellement un cycle. Mais moi, je préfère parler de spirale. C'est-à-dire que après cette lune de miel, l'homme, la femme a envie de vivre sa vie comme d'habitude, peut-être de voir ses amis, sa famille, et l'homme va commencer à manifester violemment quelque chose. Et donc ça va être la montée des tensions. Après la crise, soit les coups, soit les hurlements, soit le chantage, soit le silence de la bouderie, qui est aussi ne rien dire pendant 3 jours, bon, toute forme. Et après, au début, il y a une phase
parfois d'excuses ou en tout cas de raccommodage. Et la femme croit retrouver l'homme qu'elle a aimé. Et puis elle se dit que oui, ce qu'elle avait fait, c'était pas bien. La culpabilité, c'est la femme qui la prend. C'est pas du tout l'homme. C'est les violences, c'est les seules infractions où c'est la victime qui se sent coupable de ce qui se passe, responsable. Et donc après, la spirale continue. On revient à une période de tranquillité, mais petit à petit, la femme va sentir venir. Parfois, la tension monte. Donc à la maison, tout le monde se tient à carreau. Et d'un coup, l'homme se met en colère et ça éclate. La violence éclate. Et c'est une spirale parce que ce sont des cycles qui sont de plus en plus courts. Et à la fin, la lune de miel disparaît. Et donc, ça met la femme ne peut plus penser tout à fait de façon à peu près rationnelle. Il y a cette croyance qui marche avec le patriarcat, cette croyance très répandue chez les femmes qu'elles vont sauver l'homme, elles l'aiment, donc forcément elles vont l'aider. Il a besoin d'elle pour s'en sortir. Et elles perdent de vue que l'amour c'est pas ça. Elles perdent, voilà. Et surtout si petites, elles ont déjà été entre guillemets abîmées dans les relations qu'elles ont pu avoir avec des adultes. Beaucoup de filles élevées dans des familles avec des violences entre les parents pensent que je t'aime, je te bats. Ça fait partie du paysage. Donc elles ont un seuil de tolérance accru. Là où, par exemple, moi, je ne supporterais pas monter la voix, manifester du mépris, peut-être, ou alors je ne supporterais pas des mensonges énormes. Eh bien, pour certaines personnes, pour certaines femmes, c'est normal. Voilà. C'est comme ça. Et j'ai cru comprendre aussi que pour ces femmes-là, il y a une énorme honte de ce qui se passe. Est-ce que tu as noté, par exemple, Cécilia, que entre femmes, entre filles, entre jeunes filles, il est rare de parler spontanément des violences qu'on a pu subir ou qu'on subit. Même entre femmes, ça n'est pas le quotidien des conversations. Ça fait rarement partie de l'intimité qu'on se partage entre copines. Donc c'est vraiment que la honte, elle est au fond de nous. Ça veut dire comme si. Donc la première chose qu'on nous disons aux femmes que nous rencontrons, qui nous confient les violences qu'elles ont subies ou qu'elles subissent, c'est tu n'y es vraiment pour rien. C'est pas toi, Albertine, Sophie. C'est pas toi. C'est toi en tant que femme qui subit et cet homme se sent autorisé par la société. Tu n'y es vraiment pour rien et c'est puni par la loi. Donc ça a déjà, waouh, ça soulage un peu la femme du poids de cette culpabilité, parce que de tout temps la femme était responsable de l'atmosphère dans la maison, la sphère privée, la sphère conjugale, la sphère familiale, c'est la femme et l'homme c'est à l'extérieur. Donc si ça va pas dans la famille, la femme en serait responsable. La double charge mentale dont on parle tant, enfin la charge mentale, ce serait pour elle, enfin tout, la femme serait responsable de la qualité des liens intrafamiliaux. Voilà. Donc c'est tout ça qui, Dieu merci, est remis en cause de façon très dynamique par plein de femmes en ce moment et quelques hommes aussi, en littérature, dans les podcasts. Enfin ça bouge, ça bouge, mais on n'en est qu'au début. Et du coup, c'est pour ça que c'est si difficile pour les femmes de partir, parce qu'elles disent que c'est de leur faute et que il y a la honte et que... C'est difficile pour plusieurs raisons. Du reste, elles testent le départ. En moyenne, elles partent 7 fois avant de partir vraiment. Certaines partent du premier coup, d'autres partent après 15 départs. C'est difficile parce que l'emprise du conjoint violent s'exerce aussi économiquement. Nous accompagnons des femmes qui ont un super job, bien payé, elles n'ont pas un sou. Une de ces femmes a pris conscience des violences qu'elle subissait parce que sa mère lui a dit un jour, mais enfin, comment ça se fait, ma petite chérie? T'es prof, elle était prof de français, et t'as jamais de quoi te payer un café. Voilà. Donc là, ça a été l'élément déclencheur de ces réflexions qui l'ont mené difficilement, mais qui l'ont mené à la séparation. Donc les femmes, elles ne partent pas parce que elles sont sous l'emprise, elles pensent qu'elles ne valent rien, ça leur est seriné tous les jours, sans arrêt, qu'elles sont folles, qu'elles savent pas s'occuper des enfants,
qu'elles sont grosses et mal fichues, voilà, parce qu'elles sont isolées. La stratégie, c'est des hommes, c'est parce que c'est une stratégie, hein, c'est d'isoler la femme, de lui faire peur aussi. Et donc les femmes, elles ont beaucoup moins de copines en général, très peu de copines. Hein. Elles se cachent pour pas montrer. Lui n'apprécie pas les copines. Elles sont isolées, donc c'est pas facile. C'est pas facile de trouver des appuis. Et puis où aller? On manque partout en France de logements d'urgence. Les femmes n'ont pas envie forcément d'aller, pour nous, à 60 kilomètres dans un centre avec plein de femmes comme elles, des centres d'accueil d'urgence. Donc maintenant se développent des familles d'accueil bénévoles pour femmes victimes de violences qui permettent de scolariser l'enfant au même endroit, éventuellement, si c'est le choix de la maman. Donc c'est des alternatives. Et puis surtout, l'ordonnance de protection permet, mais elles ne sont pas assez prononcées, elles permettent de l'éviction du conjoint violent. La femme reste dans la maison et l'homme est prié d'aller ailleurs. Voilà, donc les femmes, c'est difficile de partir parce que elles ont peur, parce qu'elles n'ont pas les moyens, parce que aussi, quand les violences durent depuis plusieurs années, qu'elles se sont installées, la femme se demande si elle est capable de vivre sans homme, sans cet homme, de façon très intime, très profonde. Donc elle teste, elle s'en va, elle revient, et elle a essayé quelque chose. Et à chaque fois qu'elle s'en va, qu'elle revient, elle apprend. Donc c'est un petit peu contre-intuitif. Ça veut dire qu'il y a, pour ceux qui les accompagnent, pour nous les chouettes, pour les assistantes sociales, ça peut être décourageant si on n'est pas formé. On se dit zut, elle revient. Oui, elle revient, elle a les bonnes raisons de revenir. Non-jugement, patience. Et les femmes dans l'association, des femmes sont d'anciennes victimes, bien sûr, et elles nous expliquent que quand leur parcours, qui a été d'être gravement victime, et que des collègues leur disaient mais on sait ce que tu vis, on veut t'aider, mais quand la femme n'est pas prête, ça ne sert à rien. Et donc c'est en partant chaque fois, elle dit chaque fois ah oui mais j'ai pu partir tant de temps. Et en fait, peut-être il y a des solutions dehors. Et après, elle revient et dit non, mais c'est trop difficile, elle revient. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Ce qui peut accélérer, c'est que si on leur parle de leurs enfants. Par exemple, soit le père commence à s'en prendre à un enfant, soit un professionnel ou bien nous, on parle des enfants. Et là, pour le bien-être des enfants, elles vont. Mais sinon, on prépare aussi leur départ. On les aide à préparer leur départ. On fait un plan de sortie. D'accord. Avec des précautions. Donc avec où elle va habiter, avec le côté financier. Ouais, sur qui elle peut s'appuyer, faire des photocopies des papiers, aller quand même le dire à la gendarmerie enfin chez nous c'est la gendarmerie parce qu'on est en rural, aller quand même prévenir, même si elle n'est pas obligée, mais c'est mieux parce que c'est quand même encore la garde conjointe, hein, la garde. C'est encore l'autorité parentale conjointe, donc c'est préférable quand même de prévenir, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis nous, les chouettes, notre credo, c'est qu'elles peuvent s'en sortir, elles peuvent se reconstruire. Et plus vite elles s'y prennent pour aller mieux, plus ce sera facile. Si elles sont en dépression, il n'y a rien de mal à être en dépression, il n'y a pas de jugement non plus là-bas. Hein. Un Français sur 5 connaît des dépressions dans sa vie. La dépression, ça se soigne. Si elle est envahie de réminiscences, de pensées qui la figent, parce qu'on parle des violences, mais il n'y a pas que les violences intrafamiliales, un viol ponctuel. Si elle est envahie par des rappels, ce qu'on appelle des psychotraumas, ça se soigne. Ça peut se soigner dans le département. On a des ressources. On peut orienter vers des professionnels qui aident les femmes à comprendre qu'elles ne sont pas folles, que leur organisme se défend comme il peut, que la mémoire des événements traumatisants n'a pas été digérée en mémoire autobiographique, que c'est bloqué dans le cerveau et qu'il y a des thérapies de tout ordre, des EMDR, hypnose, TCC pour aller mieux. Donc nous, les femmes peuvent monter à cheval, l'équithérapie, sans même monter à cheval, simplement s'approcher des chevaux, passer du temps avec des animaux, créer. Alors ça s'appelle art-thérapie, mais ce qui est très bien, si on a les moyens
Voilà. Mais ça peut être chanter, ça peut être se retrouver dans la nature, dans une nature sécurisée, pas seule. Il y a beaucoup de façons de s'en sortir. Mais tu vois, les gens, les femmes, alors nous, on a tous les milieux sociaux, avec, il est vrai, plus de femmes qui ont peu les moyens. D'abord parce que le niveau de vie, a dit, est plus bas que dans la moyenne de la Drôme et que dans la moyenne d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et aussi parce que les femmes perdent beaucoup financièrement quand elles se séparent. Et donc, les femmes n'ont pas accès à n'ont pas accès. Alors, la psychothérapie, c'est pas ça peut aider à y voir plus clair, ça peut aider ces femmes. C'est pas forcément, nous, on encourage les femmes à aller parler à un psychothérapeute, mais il faut le payer. C'est 50 € la séance, dans le Diois. La plupart des femmes peuvent pas. Donc, l'art-thérapie, c'est génial, mais il faut le payer aussi. L'accès aux spécialistes, pédopsychiatres pour les enfants, on n'en a pas à dire. Notre hôpital a été vidé de sa substance au profit de Sud-Valence. Il faut aller à Valence, 60 km. Quand on habite dans le Haut-Diois, à 10, 20, 30 km de 10, c'est compliqué. On a une seule, nous, on est vraiment, on a la chance d'habiter dans un super paysage, mais loin des ressources. Donc ça complique. Ça facilite les agresseurs quand ils vivent isolés dans la pampa là avec les femmes, et ça complique la vie des femmes quand elles veulent aller voir un juriste dans une association spécialisée à Valence, par exemple, ou un juriste ou autre. Et vous voyez combien de femmes par semaine, par mois? C'est moi, j'ai une dizaine de femmes, on va dire, dans mon carnet, si on peut dire ça. Mais je les vois pas. C'est très fluctuant. Il y en a, elles font un passage éclair. On me les signale, je fais une proposition et la femme, elle est pas prête. Mais il y en a d'autres, ça fait 2 ans. 2 ans par éclipse. Il y en a, ça fait voilà. Donc mes collègues ont moins de situations, mais plus prenantes. Des femmes avec qui elles sont en lien plusieurs fois par semaine, chaque semaine. Des femmes qu'elles accompagnent à la gendarmerie, pour lesquelles elles rédigent, et elles me font rédiger aussi des attestations. Enfin, des femmes pour qui elles cherchent des lieux de répit, par exemple en clinique, pour un temps. Des cliniques spécialisées dans le psychotrauma, comme ils viennent s'en ouvrir une dans la Drôme. Donc les prises en charge sont variables. Là, on voudrait ouvrir une permanence d'accueil d'une demi-journée par mois à la maison France Service, donc un peu anonyme, c'est les Chouettes, Solidarité Femmes du Diois, et dans les faits, on pourrait recevoir les femmes sans rendez-vous, c'est important. J'ai oublié de dire aussi qu'on travaille avec l'hôpital, on voudrait qu'il y ait un parcours, qu'il y ait un médecin, un ou une médecin référent, urgentiste référente violence, comme c'est obligatoire. Il n'y en a pas encore dans notre hôpital. Or, c'est aux urgences qu'aboutissent les femmes tôt ou tard. Il y a tout à faire. Hein. C'est très très important. Une femme qui arrive et qui vient de vivre des violences, le moindre, elle peut se refermer sur elle-même, aussi bien en gendarmerie qu'à l'hôpital. Le moindre critique ou le moindre. Un sourcil qui se lève, la remise en question. Ça, c'est le vécu des femmes victimes. Donc, il faut vraiment des gens motivés et formés, bienveillants, et avec des parcours facilités, aussi bien à la gendarmerie qu'à l'hôpital, les 2 lieux, les 2 points de passage qui sont souvent obligés. Et la justice dans tout ça, voilà, je reviens sur ce que j'ai dit. C'était 10%, c'est maintenant, je crois, 18% des femmes qui déposent plainte après la violence. Plus de 80% des femmes ne vont pas en justice. Et elles ont des très bonnes raisons pour ça. C'est pas du tout qu'elles considèrent que ce qu'elles ont vécu, c'est rien. C'est parce qu'elles savent très bien que ça n'aboutit pas. Alors, on a eu le Grenelle des violences avec Marlène Schiappa à l'automne 2019, qui a, dans la suite de l'affaire MeToo, c'était fin d'année 2017, 2019, on a le Grenelle des violences. Donc, on a quand même, des grands discours, des beaux discours, on a des dispositions judiciaires intéressantes, mais dans les faits,
ça s'améliore pas pour les femmes. Donc, nous, les femmes qu'on vient voir, on les informe de la possibilité d'aller déposer plainte, on ne les encourage pas. Même si on aimerait voir l'homme recadré par la loi, parce que après l'homme, il va faire subir des violences à la suivante. Hein, c'est une chaîne de revictimisation. Mais non, les femmes, c'est elles qui vont essuyer un classement sans suite extrêmement violent, parce qu'elles n'auront pas étayé leur dossier, ou bien parce que les violences, quand elles sont psychologiques, sont impossibles à prouver. Voilà. Ou que les violences, les viols conjugaux, c'est jamais puni, c'est très très rare. Donc la justice là-dedans, on a beau avoir une substitut du procureur, donc chargée des contentieux violences à Valence, très motivée, elle est un peu décalée par rapport aux réalités de terrain. Nous ici, on est nombreux, hein, parmi les partenaires, à voir l'embouteillage, la lenteur des procédures, mais des années, des mois, alors même que des enfants mineurs sont victimes, que des femmes ne savent plus comment protéger leurs enfants d'un conjoint qui laisse, par exemple, la mineure qui va pas bien sortir et se mettre en situation de risque. Enfin, donc la justice peut mieux faire. Et toi, dans tout ça, quand tu le vis, d'être en contact avec cette réalité tous les jours? J'ai oublié de te dire que je forme. Je suis formatrice pour toute personne désireuse d'agir en soutien auprès des femmes victimes de violences, dans son cadre professionnel ou personnel. Former, c'est assez encourageant. D'abord parce que ça m'oblige évidemment à beaucoup de distance, et la posture de formatrice, elle est assez confortable, et donc je transmets un savoir, et j'ai la satisfaction de voir après ça même si c'est seulement sur 2 jours, d'avoir des stagiaires qui ont mis les lunettes du genre, c'est-à-dire les lunettes anti-sexisme, et qui vont plus pouvoir les retirer, et qui vont maintenant être attentifs dans leur entourage. Voilà. C'est les retours d'expérience que j'ai, c'est ce que j'ai vécu. Une fois qu'on voit les violences, on les décèle. Hein. Du reste, ça fait partie de ma formation, c'est que repérer le repérage, les signaux d'alerte. Donc moi, comment je le vis, j'avoue que ça me travaille toujours la nuit, mais beaucoup moins qu'avant, parce que je lis, j'écoute. Encore une fois, il y a plein d'émissions et de podcasts. Je pourrais te faire suivre une bibliographie si tu veux. Il y a plein de BD très intéressantes. Par exemple, si je dois te recommander une BD, c'est Tant pis pour l'amour, de Sophie Lambda. Tant pis pour l'amour, comment je me suis débarrassée de mon copain manipulateur. Et donc ça, c'est une jeune femme qui réussit à nous faire rire sur un sujet hyper sérieux. C'est une BD documentaire sur les hommes manipulateurs, qu'on appelle volontiers pervers narcissiques, mais je n'aime pas cette expression, elle non plus. C'est médicaliser un comportement qui est assez répandu. On dit que c'est 20% des hommes violents. Donc voilà, une lecture qui donne du souffle, qui donne des outils pour réagir. Donc moi, je le vis, j'arrive à en rigoler parfois. Et il y a cet entre-soi chaleureux de l'association, on s'entend très bien. On échange, on se fait de la supervision, c'est indispensable. Quand j'ai le nez sur le guidon avec une situation, j'appelle Lynn ou Marie-Ange et elle m'aide à y voir plus clair et réciproquement. Et puis je dirais, j'ai la chance de vivre dans mon cercle proche avec des hommes aux antipodes de la violence. Donc, et la majorité des hommes ne sont pas violents. Enfin, je ne dirais pas forcément ça. Parce que ma grande découverte, en fait, depuis 4 ans que je baigne à fond là-dedans, c'est que la violence vient se nicher au plus intime. C'est-à-dire, pas la violence, c'est-à-dire dans les relations sexuelles, on se croit libre, on pense qu'on fait ses choix, on pense que cette intimité nous appartient, mais pas du tout. Le culturel vient se nicher là aussi. Et donc, la domination de l'homme sur la femme, aussi là. Et c'est aussi là que la liberté se gagne. Et la liberté de dire, j'ai pas envie, pour un rapport sexuel, j'ai pas envie comme ça, j'ai envie comme ça. Et ça, c'est pas gagné pour les femmes. Donc,
voilà, je me suis un petit peu égarée, tout ça pour dire que je le vis avec le sentiment d'être utile, mais que c'est une petite goutte d'eau dans un océan, dans un océan. Mais je suis très encouragée par les jeunes générations qui acceptent moins. Et même si parfois elles peuvent paraître choquantes dans leur façon de faire, dans leur refus des hommes, c'est toujours par les marges que les choses évoluent. Il faut des gens qui transgressent l'habitude sociale, qui transgressent les lois de la politesse et qui disent j'en veux plus d'une façon véhémente. Il faut des féministes comme ça pour faire bouger. Le féminisme, c'est quand même un mot qui compte pour moi, il est multiple. Moi, je me situe dans c'est vrai, assez plan-plan, voilà. Moi, je n'exclus pas du tout les hommes de mes collaborations en association ni professionnelle, mais j'éprouve de la gratitude pour ces femmes qui sont menacées sur les réseaux sociaux parce qu'elles prennent des positions pionnières pour les femmes. Est-ce que tu peux nous parler aussi d'une ou deux histoires de femmes qui s'en sont sorties? Faut donner un peu d'espoir dans tout ça. Ouais, je comprends bien cette question parce que c'est accablant. Et malheureusement, je vais être franche, les femmes qui viennent vers nous sont des femmes qui sont empêtrées dans les problèmes. Elles mettent du temps. Et pour aucune d'entre elles, c'est encore fini. Parce que s'il y a une victoire, il y a encore l'homme qui continue de les... Il y a une victoire provisoire. Par exemple, une femme déménage. Elle met une distance géographique. Elle a la garde des enfants. Mais elle est à la merci. Elle continue d'être à la merci de cet homme, de ce conjoint irascible, qui a la rancunier et qui a l'habitude des violences, de la vengeance tardive. Donc c'est une menace permanente. Donc je peux même pas te dire là, on pourrait se dire c'est mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Des histoires pour moi, une histoire qui se finirait bien, ça serait l'histoire d'une femme qui s'en sortirait devant la loi, parce que c'est vrai quand il y a un jugement qui dit à l'homme qu'il n'avait pas le droit de faire ça, c'est quand même vachement bien pour la femme. Mais ça serait une histoire au cours de laquelle l'homme serait obligé de participer à des groupes de parole. C'est une histoire où l'homme est obligé de faire un séjour dans une maison des hommes violents, telle qu'elle existe, par exemple, à Arras, dans le Nord. Et donc, au cours de ce séjour, comme à Arras, la maison des Rosati, ça serait une bonne fin de l'histoire si l'homme est contraint d'interroger ses propres représentations en groupe avec des animatrices chevronnées et d'autres hommes violents qui sont à un état différent de la prise de conscience. Voilà. Si l'homme n'est pas pris en charge sur un plan médical, psychologique, il va continuer. Donc l'histoire pourra pas bien se finir. L'histoire va mal se finir pour d'autres femmes. Donc je suis désolée, j'aurais aimé, Cécilia, te dire une histoire, mais oui, je peux te raconter l'histoire de cette femme qui avait fui un conjoint, qui s'était déchaîné en profitant du premier confinement, qui a fui, qui est arrivé ici, et puis grâce au téléphone, à une puce, violence cybernétique dont je parlais, le conjoint qui était d'une autre région est venu, masqué, avec une barbe. Il s'est installé dans le petit village, il a tout observé. La femme ne l'a pas reconnu. Et ensuite, il est rentré chez lui, il lui a téléphoné, et puis comme d'habitude, il a fait souffler le chaud et le froid. Je t'aime, reviens. Et comme la femme, il n'en était pas question, il a agonié d'injures et il a montré qu'il savait tout d'elle. Et donc, à la suite de quoi, le maire du village a été déposé plainte pour espionnage, parce que l'homme avait interrogé plusieurs habitants. La gendarmerie a convoqué d'autres habitants et voilà. Et cette mobilisation, on peut dire de la population et surtout du maire, a obligé la femme à déposer plainte alors qu'elle n'en avait pas le courage. Et donc ensuite, là, la plainte c'était tellement grave qu'il y a eu 5 motifs de plainte différents au cours de plusieurs mois. Et maintenant, la plainte est partie. Et monsieur, on attend encore, ça fait plusieurs mois, monsieur va être mis en garde à vue
et très probablement écroué à la suite. Donc c'est une histoire qui est en bonne voie. Ouais, mais ça fait plaisir quand même d'entendre ça, un peu de succès dans tout cette. Non, tu sais, nous, ce qui nous fait tenir, c'est à quel point c'est ce qu'on reçoit des femmes. Le simple fait de les croire, elles se sentent tellement mieux, elles nous le disent. En fait, c'est la facilité avec laquelle elles nous parlent après. Pas de tout, mais elles ne demandent que ça, de partager. Partager avec leur médecin, si celui-ci leur pose la question, partager avec nous, partager avec des professionnels. Et donc voilà, on voit ces femmes qui peuvent s'appuyer sur nous et on se dit, voilà, c'est un petit peu plus de justice pour ces femmes, un peu de justice. Je suis absolument ravie de t'entendre dire que finalement la solution c'est auprès des hommes et que c'est les hommes qui doivent faire ce travail sur eux. Parce que moi je pense ça depuis très longtemps. Je dis, mais ces hommes, comment ça se fait qu'ils peuvent faire ces trucs tellement horribles à une femme? Et je me dis que ça peut pas être possible qu'ils le vivent bien non plus. Peut-être je ne sais pas, mais c'est les situations moches. Je dis, mais là, peut-être comment pourrait-il bien vivre ça? Je suis pas sûre que ça allait mettre forcément mal les violences, le harcèlement de rue, le fait de siffler les filles, de faire des commentaires, de traiter les filles comme des objets sexuels dans la rue. Je crois pas que ça dérange les hommes, du tout. Non, ça non. Le fait d'avoir des propos, enfin toutes les violences au travail qui sont innombrables, ça dérange pas les hommes. Il y a des choses gravissimes qui se passent dans tous les milieux professionnels. Par contre, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que les hommes, les petits garçons, les jeunes hommes, se reconnaissent pas forcément dans l'image de la virilité et devraient pouvoir être des hommes en étant non pas féminins, mais tout simplement sensibles. La sensibilité, c'est pas l'apanage des femmes, c'est l'apanage des humains, hommes ou femmes. Et donc, si les hommes pouvaient vivre leur sensibilité, si les hommes étaient capables de parler d'eux-mêmes, ils se sentiraient beaucoup mieux. Si les hommes étaient capables d'aller assez facilement voir des psys parce qu'ils ont des soucis, ça veut dire ils se sentiraient mieux. Si les hommes n'étaient pas contraints d'être le plus ceci, n'étaient pas dans une logique de réussite à tout prix, si les hommes pouvaient se permettre de douter d'eux-mêmes, ils seraient bien mieux dans leur basket. Dès le plus jeune âge. Il y a eu un très très beau documentaire sur Arte la semaine dernière, Petite fille, que je recommande. D'accord. Et si les gens voudraient aider les chouettes ou aider en général, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils pourraient faire? Alors, écoute, les chouettes, nous, on a 20 adhérentes à 10 € chacune. Notre budget, c'est 200 €. Donc, c'est absolument insuffisant pour faire tout ce qu'on fait. Donc, si les gens ont envie de faire des dons aux chouettes, Solidarité Femmes du Diois, ça serait avec un grand plaisir. Petit don, peu importe. On a aussi besoin de compétences, tu vois. On a besoin de quelqu'un qui nous fasse la comptabilité. Nous, on est bonne sur le terrain, mais on n'est pas très bonne en communication. Bon, en communication et en comptabilité trésorerie, même si notre trésorerie est très simple. Après, on a fait des demandes de subventions, elles sont en cours, elles sont pas abouties. Après, aider les femmes, c'est tout simplement peut-être bouquiner. C'est bouquiner. Si tout le monde n'est pas bouquin, on peut être BD, on peut être livre, on peut être émission à écouter, podcast. C'est pour ça que si tu veux bien, je vais te donner une bibliographie. Oui, je veux bien. Oui, je le mettrai sur le podcast. Voilà, donc il y a plusieurs façons, d'accroître son niveau de conscience. Et les gens peuvent se former aussi. Moi, je me déplace pour les formations. Se former, c'est-à-dire travailler sur ces stéréotypes qu'on a tous et toutes. Ces stéréotypes sexistes, c'est le début de ma formation. Pour être en mesure, après, très modestement, autour de soi, faire tache d'huile, et puis ne plus laisser passer en famille, au repas de Noël, ou dans son milieu de travail, ou au café, ou chez des amis, ne plus laisser passer de propos. Ce qui me fait il y a aussi une très belle vidéo à regarder
qui est sorti pour le 25 novembre, Journée internationale de lutte contre la violence, et qui s'appelle Derrière la porte. C'est une fiction de 20 minutes. Très bien faite. Les deux auteurs, leur nom m'échappe, mais que je recommande car ils montrent bien aujourd'hui comment une bande de copains peut fermer les yeux sur des violences commises par l'un d'eux, avec toute la panoplie des réactions. Et c'est plaisant à regarder, même si la tension monte, mais voilà, derrière la porte. D'accord. Donc, il y a 1000 choses à faire pour les femmes. C'est financièrement, j'ai commencé par ça, mais c'est dans son attitude, croire les femmes, les écouter. Oui, j'avais fait un webinaire sur le fait que les femmes sont beaucoup interrompues en réunion. Sont beaucoup interrompues, ah oui, c'est connu. Ah oui. Par exemple, c'est passer la parole à une femme plutôt qu'à un homme. Oui. Si on a la parole dans un cercle, quel qu'il soit, combien de fois nous les femmes, nous expérimentons la mainmise du discours par un ou deux hommes. Bon. Alors, je dois dire que dans le DIWA, c'est très travaillé cette question, parce que le DIWA est plein d'alternatifs dans un certain milieu. Donc, c'est un petit peu plus facile. Et si, ma toute dernière question, c'est si tu avais un message pour les gens qui écoutent, ce serait quoi? Élevez vos filles sans leur faire croire au prince charmant. Il n'existe pas. Personne ne viendra apporter le bonheur à votre fille, à votre petite fille, comme un prince charmant, et après l'histoire finit bien. C'est tout l'inverse. Le conseil, c'est que chacun et chacune doit tout faire pour avoir sa sécurité en soi et pas dans sa relation amoureuse, dans sa relation conjugale, pas dans l'autre, en soi. Ce qui donne plus de solidité quand il s'agit de dire stop à quelqu'un. Je trouve que c'est l'histoire d'une vie, hein, de se connaître, mais c'est aussi des choses qu'on peut inculquer dans l'enfance aux enfants, qu'ils aient confiance en eux-mêmes, parce qu'on a confiance en eux. Françoise, moi, je voudrais juste dire à quel point je suis admiratrice. Arrête. Non, si. Je suis vraiment admiratrice de tout ce que tu fais, tout ce que fait les chouettes. Et je trouve que c'est rare pour moi de rencontrer quelqu'un qui vit autant ses valeurs. Pour moi, c'est vraiment rare. Donc, je voudrais juste répéter ça, et le courage que vous avez, et le fait que vous changez, ou vous essayez vraiment de changer les choses. Il y a tellement de monde qui veut changer les choses, mais qui sait pas faire ou qui fait pas, mais toi tu fais. Et donc, je trouve que c'est fabuleux. C'est très gentil, merci. Mais c'est vrai que agir dans son premier cercle de vie, c'est plus facile que, pour moi, c'est plus intéressant aussi que, peut-être que signer des pétitions. J'ai fait ça aussi, hein. Mais en fait, peut-être qu'il faut de tout. Absolument. Non, merci beaucoup. Merci de ton intérêt. J'espère que cet épisode de Brave New Women vous a bien plu. Si vous êtes une femme, et parfois vous manquez un peu de confiance en vous, ou vous souhaitez avoir plus d'impact, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur la page Facebook de Brave New Women, ou sur mon site web. Merci pour votre écoute.